Ce sont Aurélien et Thierry qui m'accompagnent pour cet épisode dans lequel nous allons parler de transactions immobilières d'un nouveau type dans un autre univers avec des NFT et des NFT dont on parlera au moins 2 fois aujourd'hui puisque Thierry a repéré une nouvelle façon de se faire de l'argent à Hollywood. Vous le savez également, les plus grands business de la planète ont tous commencé dans un garage. Hewlett-Packard, Amazon, Apple. Cette fois-ci, c'est un Américain qui fait non pas des ordinateurs mais des processeurs. On voit que la pénurie de composants est passée par là et c'est Aurélien qui nous donnera le détail dans quelques instants. Les entreprises ne se cachent plus et avouent tendre des pièges à leurs employés pour tester leur comportement, mais vous verrez, il y a quand même un lien avec la technologie. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 339 des Technos. C'est le 2e épisode sans Marc à qui on passe notre bonjour et rassurez-vous, il sera de retour derrière le micro et la caméra des Technos très bientôt. Continuez de vous abonner, de cliquez sur la petite cloche, ça vous permettra justement de savoir quand Marc sera de retour, d'être notifié pour les prochains épisodes des Technos et puis de nous laisser des petits pouces vers le haut, des petites étoiles parce que comme Marc aime à le dire, c'est notre seul salaire. Aujourd'hui, je l'ai dit, c'est Aurélien des Hauts-de-France et Thierry du Haut de la Montagne qui sont les chroniqueurs de ce 339e épisode des podcasts. Messieurs, bonjour, bonsoir, tout le monde va bien ? Bonjour Sébastien, bonjour Aurélien, ça va super bien, je suis ravi de vous retrouver pour ma première en 2022. Ah oui, c'est vrai, eh bien, bonne année alors. Bonne année. Ça énerve tout le monde quand on dit bonne année maintenant. Et Aurélien, de ton côté bonsoir à tous. Oui, moi je rempile, Je rempile 2 épisodes de suite. Après, je vais prendre un peu de vacances. Là. Il y a de la neige, tout ça. Je vais aller prendre un peu de vacances. Et tu nous promets différentes facettes de ton talent aussi, puisque Aurélien était l'animateur de l'épisode précédent. Tu te retrouves sur le siège de chroniqueur. Déclassé, là. Une nouvelle carrière s'offre à lui. Plein de commentaires, essentiellement pour Marc cette semaine. Bravo d'avoir assuré cet épisode malgré l'absence de Marc, nous dit Blueman. Il y a Eric et Sombre Papa qui disent tous les deux la même chose. Ça fait bizarre un épisode sans Marc. Ben oui, après 337 épisodes, avoir une voix différente, ça change un peu. J'espère que Marc reviendra beaucoup, nous dit Sébastien Boireau. Vous avez assuré, nous dit All Moon, Marcel Explorer. J'ose à croire que c'est un pseudonyme également, en tout cas pour Explorer. Merci pour ce point hebdo toujours pertinent et sans prise de tête, que du bonheur. Merci pour vos commentaires, ça nous fait chaud au cœur, ça nous fait très plaisir. On essaie de vous répondre, ou en tout cas au minimum de mettre un like sur vos commentaires sur YouTube et sur les autres plateformes où vous pouvez trouver les Techno. Sans plus attendre, nous commençons l'abécédaire de la semaine. Cette semaine, comme la semaine passée, il n'y a pas de jingle. On a discuté brièvement, est-ce qu'on va les faire à la voix ou pas ? On les fait à la bouche. Je me sens pas l'âme d'un beatboxer. Mais la première lettre, c'est C comme Carrefour. Thierry, ça a attiré ton attention. Exactement, c'est comme Carrefour ou le titre qui aurait pu aller avec cette chronique, quand un supermarché se paye du terrain virtuel en NFT. Alors c'est Carrefour, effectivement la grande chaîne de magasins français que vous connaissez sûrement, même si comme moi vous n'êtes pas en France, qui innove et je dois dire qui nous épate. C'est un peu le buzz du moment, puisqu'ils ont dépensé ni plus ni moins. Alors je sais plus combien ça vaut en Ether, mais je sais combien ça vaut en argent comptant, j'allais dire, en euros. En vrai. Ils ont voilà, en vrai, en vraie monnaie. Non, je dénigre pas la crypto. Attention, loin de moi l'idée. J'adore en plus ce domaine. Déposer 300 000 € pour acheter un terrain virtuel sur un espace lui aussi virtuel, c'est quand même pas anodin. C'est quand même une somme. C'est la directrice de la com digitale qui était toute fière d'annoncer ça sur son Twitter pour dire voilà, ça y est, on a reçu les clés de notre terrain. Pour le moment, il n'y a rien. Si vous allez vous balader du côté de Sandbox, puisque c'est la plateforme qu'ils ont choisie, eh bien, vous allez voir un gros carré, donc je ne sais plus quelle surface, quelle superficie achetée et aux couleurs de Carrefour. Alors, qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Pourquoi ils l'ont acheté ? Pourquoi avoir dépensé une telle somme ? J'ai envie de dire qu'ils vont retrouver leur compte, clairement. 300 000 €,
c'est presque rien pour une boîte comme Carrefour, surtout au vu du fait de ce qu'on pourra y faire. Alors, il y a pas mal de gens sur les réseaux qui se disent « Ouais, mais pourquoi vous n'êtes pas allé sur d'autres réseaux comme Roblox, comme Decentraland ou les choses comme ça ?» Ben, en fait, peut-être que Carrefour joue la carte de la sécurité, puisqu'il y a de l'argent qui a été levé encore plus par justement Sandbox. Donc ça a l'air d'être une entreprise, on va dire, qui tient le coup, qui tient sa promesse par rapport à ce qu'il propose. Donc encore une fois, ce sont des espaces virtuels sur lesquels on peut se retrouver à acheter du terrain. Ça passe par la case NFT, histoire de bien contractualiser l'opération. Puis j'ai pas de peine à imaginer ce que va faire Carrefour, puisqu'en fait j'ai l'impression de dire que je pense qu'ils vont créer des rendez-vous exclusivement sur cette plateforme pour, par exemple, lancer des promos, des actions spéciales, des choses comme ça. Et on va se retrouver peut-être à pouvoir acheter des choses qu'on ne pourra pas acheter en magasin ou ailleurs. Alors, est-ce que ça sera lui aussi du virtuel ou du produit sonnant trébuchant? Ça, c'est à suivre. En tout cas, c'est une affaire, franchement, sincèrement, à suivre sérieusement, parce que c'est quand même assez gonflé. Je trouve cette opération assez intéressante. Et comme il n'y a pas de bonus, je vais partager tout de suite quelque chose que vous devrez aller chercher sur le réseau. On verra si on mettra ça dans le descriptif de ce podcast. Mais en fait, il y a déjà des gens qui se moquent de Carrefour. Il y a une très belle vidéo, elle est marrante. C'est un peu à la Second Life, mais version très très basse résolution. Et on voit un gars qui essaye d'acheter quelque chose, puis qui fout tout en l'air dans le magasin avec son avatar. C'est à mourir de rire. Et cette vidéo avait pour principe, je pense, de se moquer de l'opération de Carrefour qui se lance dans l'immobilier virtuel sur Sandbox. J'imagine la tête du comptable ou du notaire. Je voudrais acheter un morceau de terrain virtuel. Est-ce que vous pouvez me faire le contrat, s'il vous plaît? Un nouveau type d'acquisition, en tout cas. Et oui, ce serait intéressant de voir ce que les marques vont proposer là. Est-ce simplement une vitrine, occuper le terrain avant que les autres y soient, un peu comme avec les noms de domaine de DNS, à un autre prix. Cependant, t'en penses quoi, Aurélien? Non, oui, mais je n'avais pas vu cette news, mais je me faisais la réflexion. Est-ce que c'est un complément à leur site internet? Est-ce que c'est un site marchand? Est-ce c'est un Lopanter. C'est un Lopanter. Pour l'instant, c'est de la jachère. Voilà, c'est de la jachère. Mais non, mais est-ce que à terme il y aura, ils délaisseront les sites internet qu'on connaît aujourd'hui pour ça? Est-ce que je vois ça me soulève plein de questions. Est-ce qu'il faudra mettre une grosse paire de lunettes bientôt pour acheter ces trucs chez Carrefour au lieu d'utiliser l'application sur le téléphone et d'aller dans le métaverse avec la scanette intégrée? À surveiller. Ce qui serait intéressant de voir aussi, ce sont les autres marques. Carrefour est probablement le premier grand français à le faire. Je suppose qu'il y en a des tas d'autres qui l'ont déjà fait. Oui. Ce qui explique les prix également. Voilà, si on va se promener du côté de Sandbox, vous allez voir la carte remplie de logos très connus. Mais à ma connaissance, dans le marché du retail, c'est le premier et peut-être même premier français. En tout cas, ça a bien marqué, comme l'aiment le dire pas mal de chroniqueurs. C'est le buzz du moment et on se réjouit de voir ce que ça peut donner. Ça va probablement créer des envies. Moi, je trouvais ça assez gonflé, même si c'est déjà 300 000 €. C'est quand même pas rien. Et ce qui est étonnant, c'est le business même de Sandbox et des autres sociétés qui proposent ça aussi, parce que finalement, ils vendent du vent, ils vendent du virtuel à un prix qui est très loin d'être du vent, qui est très réel et très, très, très cher. Alors, je veux bien qu'il faut un peu d'infrastructure informatique là derrière pour faire tourner tout ça, mais quand même. Et tu sais, quand tu vas sur Sandbox, je me suis dit, ça y est, je sais maintenant à quoi ça me fait rappeler, ça me fait souvenir. C'est le fameux 1 million pixels, $1 million pixels.
cette fameuse page web où on pouvait acheter un pixel. Et puis, ce gars était devenu millionnaire puisqu'il avait vendu effectivement tous les pixels. Il était parti d'un truc vraiment très basique. Puis à l'époque, il n'y avait pas les NFT, il n'y avait pas la blockchain. Et quand j'ai vu la cartographie de Sandbox avec tous ces logos de marques connues, je me suis dit, ça y est, voilà, on y est, mais cette fois-ci, il y a le contrat, il y a le truc gravé dans le marbre en plus. Ça peut peut-être rassurer. Et on peut amener des visiteurs dans un univers en 3 dimensions, ce qu'on ne pouvait pas faire sur le 2 pixels. Je disais qu'il faut un peu d'infrastructure informatique côté serveur pour faire tourner ça. Qui dit infrastructure dit processeur, ce qui m'amène à la prochaine lettre dans l'abécédaire, avec des processeurs qu'on ne doit plus nécessairement acheter. On peut les faire dans son garage. Donc, prochaine lettre, c'est D comme garage, ou comme do it yourself, qui est bricolage en anglais. Aurélien. Oui, donc je remercie Benoît, le chroniqueur des technos, qui nous a relayé un petit article de Cory d'un jeune américain. Alors ça, franchement, j'ai trouvé ça passionnant. Un petit américain de 22 ans, Sam Zelouf, Z-E-L-2-O-F, qui a réalisé son petit hobby dans le garage de papa, c'est de fabriquer des circuits imprimés. Et pas des circuits imprimés au sens PCB, mais vraiment des microprocesseurs, des microcontrôleurs à base de feuilles de silicium. Donc, il a réalisé son premier microprocesseur en 2018, alors qu'il n'était qu'en dernière année de lycée. Quand même, chapeau l'artiste. Et puis, là, il a sa version 2 qui comporte déjà 1200 transistors. Alors, moi, j'ai été fouiller un peu, j'ai regardé la vidéo. 1200 transistors, le truc, il est... j'ai du mal à vous estimer, mais c'est peut-être 2 cm² à tout casser. Donc déjà, voilà, c'est déjà une belle prouesse technique. Et il a repris une technique d'Intel. Intel, la marque de processeurs que tout le monde connaît, que Intel utilisait en 1970. Sauf que lui, il est tout seul. Donc, il est dans son garage au New Jersey. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est mis à acheter du matériel industriel désuet sur eBay. Donc il a acheté des anciennes machines, des microscopes, dont un microscope qui était endommagé, valeur $250,000. Lui, il l'a acheté $1,000, il l'a retapé, et ça lui permet d'aller visionner tous ces petits bricolages. Alors, c'est très amusant parce que vous irez voir, on vous met dans le lien du podcast toutes les articles de son blog, la chaîne YouTube, et il explique tout. C'est-à-dire que il fait ça à la sauce logiciel libre ou open source. Il explique tout. Il explique qu'il commence par dessiner les gravures qu'il va devoir faire sous Photoshop. Alors donc voilà, comme si vous dessiniez sous Photoshop vos petites couches de transistors. Hop, il découpe un petit morceau de silicium. Après, il s'est bricolé un petit truc avec du papier alu et il arrive à modeler la forme qu'il a dessinée sous Photoshop par des UV sur son bout de silicium. Il le trempe dans l'acide. Bon, ne faites pas ça chez vous, c'est quand même, je pense, dangereux. Ensuite, il a un petit four. Il met son petit truc de silicium, il le met à 1000 degrés pendant 35 minutes. Heureusement, je pense que c'est papa qui paye la facture parce que d'électricité. Et donc, vraiment, c'est passionnant. Alors, à mon avis, c'est des micros... son microprocesseur, là, c'est fait pour... son premier projet, c'est aidez-moi, c'est blinker une LED, c'est allumer, éteindre, clignoter, clignoter une LED. Merci. Donc voilà, c'est et j'aime bien parce que tout est vraiment ridiculement petit. Puis il doit venir souder des petits fils dessus pour aller tester mais en tous les cas, il teste ses créations et il est dans des sur ces transistors, il a des VGS pour ceux à qui ça parle. C'est quoi un VGS ? C'est la tension entre la gate, enfin entre la base et l'émetteur. Donc, c'est une caractéristique du transistor, du signal du transistor, et il a des caractéristiques qui sont somme toute assez courantes et communes. C'est pas voilà. Donc bon, je pense qu'il peut pas être industriel, mais en tous les cas, d'un point de vue pédagogique et d'un point de vue tout le monde allume son PC le matin, on sait pas ce qui s'y passe. Bah lui, au moins, il est allé au bout de l'idée, au bout de la chose. En tous les cas, il a un sacré bagage. Je le redis, ne jouez pas avec ce genre d'acide et ce genre de four à 1000 degrés chez vous, c'est quand même extrêmement dangereux.
mais ça vaut le coup. Et si vous êtes passionné de technique et passionné d'électronique, allez voir ça. Ça vaut le détour. Ouais, le blog est super bien fait. Il y a des tas de graphiques, il y a des tas de photos. On voit exactement les différentes étapes et certains des outils qu'il a utilisés. En revanche, je me pose quand même plein de questions parce que pour concevoir un processeur, il y a d'abord la conception logique des circuits, etc. C'est déjà un ensemble de compétences. Passer à la réalisation physique, entre ce concept logique et la réalisation physique de courants, de tensions qui doivent passer d'un point A à un point B et arriver à les assembler à cette taille-là, comme tu l'expliques, Aurélien, c'est très impressionnant. Et puis, il y a une troisième couche encore dont on n'a pas parlé, c'est pour le tester. Il faut mettre quand même ce processeur sur un système avec de la mémoire. Enfin, il faut le programmer. Donc, il y a un langage assembleur probablement associé à ça. Comment qu'il fait? Alors, sur tout l'aspect hard, tout est documenté. Très bien expliqué. L'aspect soft, un peu moins. L'aspect assembleur, j'ai pas vu. Mais en tous les cas, partir comme ça du silicium et aller rajouter des couches, parce qu'en fait, il part du silicium qui est le substrat du transistor et il rajoute des couches par au-dessus. Et gravé. Voilà, il faut pas que ça déborde, il faut pas que ça dépasse, il faut que ça respecte exactement l'endroit où ça doit être. Hein. C'est vraiment. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, dans les processeurs actuels, c'est de l'ordre du nanomètre. Hein. On grave on rajoute des couches de l'ordre du nanomètre, donc c'est extrêmement petit. Lui, il est peut-être pas à ce niveau-là, mais en tous les cas, il y a de l'idée, et je pense que j'ai pas vu sur l'aspect assembleur, mais en tous les cas, il arrive à les tester. Il arrive à les tester. En tous les cas, il est de l'ordre du micron. Il parle de particules de poussière à 10 microns qu'il faut enlever, d'où le microscope dont tu parlais avant. Thierry, une nouvelle idée de business pour faire dans le garage? Oui. Non, mais j'étais en train de me dire, il y avait Facebook qui m'avait rappelé il y a quelques jours il y a quelques années en arrière, j'étais devant un garage très célèbre dans la Silicon Valley. Ça m'a fait sourire de me rappeler ce souvenir. Merci Facebook, redoutable algorithme. C'était celui de Steve Jobs quand il avait commencé. Non, c'est, je sais pas, le gars, il va à la pharmacie. Bonjour, j'aimerais 3 kilos de silicium. C'est pour faire des processeurs. Comment tu t'achètes la matière première? Parce que moi, j'aimerais me lancer dans le nucléaire. Alors, j'aimerais avoir des bonnes adresses pour savoir où acheter la matière première. J'aimerais bien essayer l'idée de... Si tu sais les mettre en marche, par contre, en France, on peut être intéressé parce qu'il y en a certains, on en a pas mal. Oui, et justement, c'est pour ça. Lui, il fait les processeurs. Moi, je pense que je serais pas capable. Mais dans le nucléaire, je pense qu'il y a des débouchés, malheureusement, au vu de ce qui se passe. Non, c'est assez impressionnant, quoi. C'est l'ère du do-it-yourself. Il est excellent. Moi, ça m'amuse de voir ça. J'arrive pas à voir aussi comment après il peut tester tout ça, comment il peut l'appliquer. Est-ce qu'il va se faire racheter par Intel? Voilà. Mais moi, j'ai fait électronique quand j'ai appris mon tout premier métier, et je suis épaté de voir ces vidéos où les mecs bricolent des petits kits, ils soudent des trucs même pas sur un circuit. Alors c'est un peu c'est contre nature pour moi parce que c'est dans l'air, tu vois, c'est posé comme ça, tu soudes direct le truc sur l'autre. Mais j'adore l'inventivité et puis le partage qu'il y a autour justement de l'idée que tout le monde puisse se mettre à faire par exemple de l'électronique, quoi. C'est un bricoleur hors pair, c'est un électronicien hors pair certainement, mais il peut y avoir des débouchés où ça restera de l'ordre du hobby probablement, et puis la carte de visite, se faire engager chez un fondeur, chez un concepteur de puces probablement. Puis la compréhension, comprendre le process, c'est hyper intéressant. Ou par une université. Allez voir les photos sur les sites web. Les notes sont comme d'habitude dans les notes du podcast. Donc vous scrollez un peu sur votre application et vous allez voir dans les notes. Les photos sont assez impressionnantes. Jingle musique, poum poum. Ça n'a rien à voir avec le jingle original. Mais tout ça nous amène déjà à la lettre L. Mais comme logo. On parlait de logo dans le métaverse tout à l'heure avec Carrefour. Et si on donnait une touche un peu, rétro
au logo, Oui, Thierry? oui, exactement. Alors c'est un petit peu frustrant, mais en même temps, je prends des risques puisque d'habitude, il y a aussi le support vidéo, mais alors là, il va falloir soit ouvrir votre navigateur préféré, soit faire preuve de beaucoup d'imagination. Mais c'est une petite nouvelle que j'avais envie de partager avec vous, chère audience de Les Technos, puisque elle, comme logo, quand un graphiste s'amuse avec les marques et le Moyen-Âge, j'ai trouvé ça mais super drôle et ça m'a fait penser que, ben oui, dans le monde du visuel, du graphisme, il y a encore plein de choses à inventer. Vous imaginez un Starbucks, un Puma, un Lacoste, un YouTube, un Audi, complètement revisité à la sauce Moyen-Âge. C'est encore plus travaillé, plus drôle qu'un Game of Thrones, hein, pour donner un petit peu l'univers. Il y avait déjà eu des trucs comme ça à l'époque de cette série. Et ça m'a franchement plu de voir le logo Audi. C'est le seul que je pourrais vous décrire pour vous l'imaginer très facilement. Vous savez, Audi, hein, les 4 cercles qui sont entrecroisés, alignés à l'horizontale, bah, vous imaginez ça avec 4 roues de char dessinées presque un peu à la main. C'est mignon comme tout et vous en avez pour toutes les couleurs puisqu'effectivement, il y a plusieurs marques. Même YouTube est passé dans le, comment dire, au crible de ce graphiste qui a fait un joli travail de réinterprétation de l'univers des logos. Et je parle de ça, c'est parce qu'en fait, je me demandais si c'était pas un truc dans l'air du temps, puisque je me suis amusé, avant on parlait de sandbox, j'essaye avec des avatars d'aller un peu partout sur ces univers. Et on dit univers, pas universe, pour ceux qui nous écoutent. Amoureux de la langue française, c'est métavers et pas métaverse. C'est le truc qui me... Voilà, j'ai fait mon coup de gueule. Voilà, exactement. Eh bien, c'est très riche en visuel. On a des avatars qui sont un peu, comment dire, cheap au niveau de la définition, mais qui bougent rapidement. C'est très coloré, c'est très imagé. Je ne sais pas s'il y a tout d'un coup une espèce de mouvance au retour du logo, de la simplicité des visuels, des choses comme ça. Je dis pas qu'il y a un lien direct avec les mondes virtuels, mais avec ce qu'on vit à gauche, à droite, comme justement les œuvres d'art qu'on peut trouver sur OpenSea et qui sont vendues aussi en NFT, il y a quand même des choses très simples, hein. Il y a des images très simplettes faites de quelques pixels, qui sont proposés et qui sont même achetés à des sommes astronomiques. Donc voilà, allez faire un petit tour. Là aussi, il vous faudra regarder dans la description pour trouver le lien. C'est mignon comme tout et moi, ça m'a bien fait marrer. Reste à savoir si un jour, on pourra trouver un générateur de logos moyenâgeux pour un usage X ou Y. En tout cas, moi, je serai le premier utilisateur de ce système. C'est un sujet éminemment visuel, donc encore une fois, allez voir les notes du podcast, cliquez sur le lien et allez voir ça, c'est sur le site culte.fr où vous voyez vraiment cette palette graphique, cet art graphique moyenâgeux. Ce qui est amusant, c'est qu'on reconnaît les logos parce que j'ai fait le test tout à l'heure en préparant l'enregistrement avec mon épouse et je lui ai montré les logos sans montrer les marques et elle me les a toutes dit, c'est poum poum poum, ils arrivent tous. Non, Audi, c'était pas évident, mais on n'a pas de voix. Vous voyez, voilà, je sais pas. C'est parce que les 4 roues sont alignées. Alors, ah non, chez Audi, c'est aligné aussi. Je confonds avec les anneaux olympiques où c'est pas aligné. Non, c'est bien 4 roues alignées, ouais. Et je crois de mémoire que ça a toujours été comme ça. Donc, quand on va rechercher dans les années 40 ou 50, premières Audi, plutôt 30 et 40, les premières Audi, c'était déjà ça, ouais. Je crois que c'est même plus vieux, en fait. Le logo de Windows, pour essayer de vous l'expliquer, c'est une fenêtre, évidemment, en style roman, donc avec une voûte au-dessus, coupée en carreaux, un peu comme des vitraux, avec les 4 couleurs des carreaux de Windows qu'on reconnaît immédiatement, parce que les couleurs sont les bonnes et dans le bon ordre, évidemment. Amusant. Je me demande parfois où vous allez les chercher. Aurélien, tu es sensible à l'art moyenâgeux? Non, pas plus que ça. Sans commentaire, comme dirait Marc. Allez, sujet suivant alors. Je retente le jingle. Épate-nous. Je crois pas que c'est ça que j'aurais fait la fois passée, mais j'ai une très mauvaise mémoire pour les jingles également. La lettre M comme Mano Mano, qui est une start-up, mieux qu'une start-up, une licorne française, et qui fait parler d'elle en matière de cybersécurité. Mais cette semaine, on va pas vous parler d'une faille de sécurité. Ah, enfin.
J'en ai marre, moi, de parler des sécurité. Non, mais alors c'est un article du mois de décembre, d'ailleurs. C'est pas tout récent, mais assez complet, assez fouillé, et j'étais un peu surpris par ça. Et ça m'a ouvert les yeux sur un métier qui est RSSI en français, responsable de la sécurité des systèmes d'information, ou CISO, CISO, Chief Information Security Officer. Je connaissais je connaissais CTO, CEO, mais voilà, je connaissais pas ces termes. Donc, en fait, c'est une interview du responsable de la sécurité informatique de ManoMano qui explique que le trafic a énormément augmenté pendant le Covid sur leur plateforme. Donc, c'est une plateforme européenne maintenant de vente de jardinage, bricolage, articles en tout genre, et qui est quand même très très bien référencé. Quand on cherche, on tombe souvent sur ce marché-là. C'est une marketplace, hein, c'est pas des... Je crois que c'est essentiellement une marketplace. Ouais, ils mettent en relation des vendeurs et des acheteurs. Oui. Et donc, il explique que ils ont eu de la chance parce que le trafic est passé a énormément augmenté pour atteindre 50 millions de visiteurs uniques par mois. Ce qui est quand même, c'est une grosse, voilà. Et que 6 mois avant le Covid, ils avaient eu la bonne idée de migrer sur le cloud AWS. Alors, je sais pas si c'est de la pub qui se renvoie de la pub, mais en tous les cas, pour lui, c'était le constat. Et que, il y a 2 ans, ils avaient eu que 1 million d'attaques sur leur serveur, et aujourd'hui, ils sont passés de 1 million d'attaques à 4 millions d'attaques avec ce delta de visiteurs en plus. Et donc, les hackers ou les gens qui attaquent les serveurs, ils cherchent quoi? Ils cherchent à récupérer des infos, à faire du vol de données, à frauder, et à faire des manœuvres pour essayer de rendre les sites indisponibles. Enfin, voilà, c'est des processus, des procédés qui visent à faire du mal à la société. Et en plus, comme c'est une marketplace, ils ont à peu près 800 employés. Et sur les 800 employés, il y en a 400 qui sont des profils techniques, des développeurs, des gens qui sont dans la partie de développement technique, et donc qui sont vulnérables, plus vulnérables, on va dire, aux attaques. Et donc ce CISO, il se considère, et son équipe, il se considère comme un hacker éthique. Et donc ils ont 2 grosses missions. La première, assez attendue, hein, c'est de sensibiliser, de prévenir, de dire, vous loquez votre session quand vous sortez de votre bureau, vous n'utilisez pas des clés USB qui viennent de l'extérieur, des choses assez bon sens. Bon sens. Par contre, ils ont un deuxième axe qui est de piéger par des opérations de red teaming. Red teaming comme une équipe rouge. En fait. Voilà. Et ils se contentent pas de faire des simulations. Ça va loin. Parce que ils essayent de piéger, alors que ça soit du gars de l'employé qui fait de la logistique jusqu'au membre du conseil d'administration. Ils essaient, ils les ciblent et ils disent on va les avoir. Donc ils se servent uniquement des informations disponibles en externe, donc trouvées sur le web, le dark web ou d'autres. Et ils disséminent dans l'entreprise des clés USB avec des ransomware. Ils font des intrusions physiques dans les bureaux. Ils envoient des petits messages de phishing. Ils demandent, par exemple, ils usurpent le client mail du responsable de la sécurité informatique, et ils demandent d'upgrader de mettre à jour son logiciel de visioconférence. En l'occurrence, c'était Zoom. Puis dedans, ils avaient mis une petite faille 0 day, et puis ils s'en profitent. Ils chiffrent le poste du travail, ils chiffrent le PC, mais par contre, ils ont la clé. Donc c'est assez... moi, je ne sais pas si j'aimerais travailler dans une boîte où je sais que je peux me faire attaquer ou
Bon, en tous Pour les de cas, vrai ou pour de faux. ouais, pour de vrai ou pour de- Donc voilà. Donc il explique dans l'article et vous irez voir, c'est assez intéressant que son travail, c'est un subtil équilibre entre frustration et éducation. Et il parle de chaos engineering. Alors, enfin, jusqu'où on doit aller dans la sécurité informatique? Je trouve ça très bien de dire bon, on est une boîte en croissance, on est une boîte qui grossit, on a de plus en plus d'attaques, on doit sensibiliser nos collaborateurs à ça. Ça, je trouve ça très bien. Après, d'avoir une équipe en interne qui joue un espèce de jeu de hack. Alors eux, ils disent que c'est des hackers éthiques. Je trouve ça marrant, mais je sais pas. J'irai, je travaillerai chez Mano Mano, j'irai en pause café, je reviens et j'ai Ton poste qui est chiffré. mon poste qui est chiffré. Je pense que ça me ferait pas rire. Donc, à voir. Toi qui es un adepte de la sécurité, Sébastien, tu peux peut-être nous éclairer, avoir un éclairage là-dessus? C'est une approche étonnante et comme tu dis, ça doit créer une ambiance un peu particulière dans la société, même si l'article est bienveillant et dit que le but c'est pas de réprimander ou d'avoir une approche répressive, mais plutôt éducative pour éduquer les gens. Tiens, vous n'auriez pas dû cliquer sur ce lien, ou tiens, vous n'auriez pas dû faire ça. T'as déjà vu ça, Thierry, dans d'autres sociétés? Moi, j'ai jamais vu ça appliqué comme ça. Ouais, c'est poussé à l'extrême. Je trouve ça bien, en fait. Moi, je suis pas du même avis qu'Aurélien, mais je me posais la question de savoir si, en fait, ils étaient avertis qu'ils se lançaient à faire ça. Si les collaborateurs sont informés que, hé, les gars, on va vous tendre des pièges, ou ça s'est fait en douce. Puisque maintenant, l'article est sorti dans les... Je pense qu'ils le savent, mais... Oui, je pense qu'ils le disent dans l'article. Mais t'imagines, toi, tous les jours, tu dois te méfier de tout le monde. Enfin, je sais pas, quand tu travailles dans une boîte, tu fais, t'as des collègues, tu peux leur faire confiance, peut-être, je sais pas. Non, enfin, je sais pas. Alors oui, il y a ça, mais il y a un phénomène. Je veux pas tirer le parallèle avec la pandémie, mais on s'est retrouvé dans cette espèce de méfiance. Est-ce que j'ose m'approcher de lui? Est-ce que j'ose lui serrer la main, etc. Sans aller jusque là pour faire un parallèle un peu comment dire, osé. Moi, je trouve ça bien parce qu'en fait, je rencontre encore plein de gens qui, et ça va faire marrer Sébastien, mais ça va pas l'étonner, qui notent leur mot de passe sur un bloc-notes, dans leurs notes sur leur smartphone qui est pas verrouillé. Ils ont viré la localisation de leur smartphone ou de leur ordinateur portable. On ne sait pas pourquoi. Ils font pas les mises à jour de logiciels, etc. Il y a encore un immense boulot d'éducation. Alors de là à dire, Aurélien, est-ce qu'il faut faire cette éducation par ces moyens-là? Je sais pas. Je trouve ça amusant. Peut-être que cette boîte a tellement de blé qu'elle peut se permettre de s'amuser à faire ça parce que ça doit aussi ralentir le travail des gens qui y travaillent. Mais je crois que c'est que comme ça, quoi. C'est la preuve par l'exemple. Un peu, certes, poussé à l'extrême. Alors, ça me fait marrer quand ils disent qu'ils sont hackers, comment dire, éthiques. C'est juste une petite étiquette pour dire non, j'emmerde mes collègues. parce que si tes collègues et puis tu te dis tu vas juste chercher les infos que tu peux trouver à l'extérieur, immanquablement tu as des infos que tu connais qui vont influencer tes choix. C'est difficile d'être impartial. La démarche n'est pas inintéressante. Ouais. Mais c'est vrai que le maillon faible dans une chaîne de sécurité informatique, c'est l'humain toujours. Et en général, ça se compense par de la formation, de la sensibilisation. Alors là, c'est une forme un peu extrême de la sensibilisation. Tu as dit un truc, Aurélien, qui a attiré mon oreille aussi. Tu as parlé de chaos engineering. Et ça, c'est une technique de test qui est de plus en plus connue et utilisée, qui consiste à injecter des pannes sur les systèmes informatiques pour voir comment les composants réagissent. Si tout d'un coup, tu n'as plus d'Active Directory, si la base de données ralentit, si tout d'un coup, il n'y a plus de résolution DNS, qu'est-ce qui se passe dans un système informatique? Et on fait ça pour les plus téméraires, en prod, vraiment pour voir comment les systèmes fonctionnent. Et là, c'est un peu la même technique appliquée à l'humain. Et c'est parce que il y a ce composant humain et impliqué. On rentre dans du psychosocial. Là, c'est plus de l'ingénierie, en tout cas pas de l'ingénierie au sens où nous l'entendons. Et ça me laisse un peu chafouin, effectivement, quand je lis ça. Il faut varier son vocabulaire. Ah bah ouais.
C'est une émission riche. J'ai retiré l'animateur et chafouin, méfie-toi. Oui. On va essayer de pas trop le chafouiniser. Lettre N, qui est la dernière lettre du mot chafouin, mais la première lettre du mot NFT. Je vous avais dit qu'on parlerait 2 fois de NFT dans cet épisode. Décidément, il y en a qui trouvent des moyens de se faire des sous avec ça, partout. Même ceux qui n'ont pas nécessairement besoin de sous. Ouais, c'est Thierry qui a trouvé la news. Exactement, une news qui aurait pu être accompagnée par le je suis presque dedans, je suis un musicien né. Ouais, je pour le prochain. Exactement. Oui, c'est vrai que notre ami, à part ça, j'ai vu des images de Monsieur Tarantino, ça m'a fait un petit peu peur, mais bon, ça c'est d'autres considérations parce qu'il a changé, on a tous vieilli, on va dire. N comme NFT, quand Tarantino te vend des bouts de Pulp Fiction. Alors j'ai trouvé la news assez intéressante, et non seulement parce qu'elle a fait parler d'elle, mais pour 2 choses. Et la première, c'est que au travers des NFT, les non-fungible tokens, pour rappeler ce que sont ces fameux jetons, eh bien, c'est l'occasion. Je ne vais pas refaire l'histoire des NFT ici. Il y a des spécialistes bien plus forts que moi qui l'ont fait auparavant. Au-delà du contrat qui est donc moulé, gravé dans le marbre quand on achète quelque chose et qui prouve effectivement qu'on est le possesseur d'un pixel, d'un GIF animé ou d'une image à la CON, ben en fait, il y a quand même des vraies œuvres d'art qui sont vendues, il y a des belles choses qui méritent comme ça d'être protégées avec ça. Et c'est ce que je me suis dit avec l'idée de Tarantino qui s'est dit, ben moi je vais vous vendre des bouts de Pulp Fiction, je vais venir avec mes notes à moi, j'ai des notes manuscrites, j'ai travaillé sur ce film, c'est mon film, donc je vais vous vendre des morceaux de ce film, vous allez m'entendre, vous allez pouvoir voir mes notes manuscrites, vous allez pouvoir voir l'extrait, je vais vous raconter l'histoire de cette scène. Alors il en a fait toute une petite liste, il a même un site internet, un Tarantino NFT s.com, vous irez voir effectivement tout ça, c'est la collection de ce qu'il propose. Il y a la fameuse petite vidéo où j'ai réalisé ô combien il avait changé, notre ami, et il vient comme ça avec une petite liste de ce qu'il propose. Une des premières séquences qui a été vendue, c'est la fameuse scène où les 2 protagonistes, les deux tueurs, parle de la différence du métrique et des mesures en pied pour les fameux burgers, voilà, le Big Mac et puis le 3/4, enfin je connais le quarter pounder. Voilà, exactement. Quarter pounder. Exactement. En Europe. Exactement. La scène, ben il la commente, il l'explique, et puis chose assez intéressante dans la technique qu'il a utilisée avec les NFT, c'est quand vous achetez cette scène, vous achetez ce bout, eh bien vous êtes le seul à avoir la clé pour voir et entendre justement les commentaires et les ajouts que vous propose à la vente Quentin Tarantino. Je trouve ça intéressant, c'est-à-dire que au-delà du certificat d'authenticité, de propriété d'une œuvre, là on a carrément une clé, il est allé sur une plateforme bien précise, tu vas pouvoir peut-être m'aider Sébastien. Secret NFT. Voilà, exactement, Secret Network, où effectivement ça vous permet d'être le seul à pouvoir bénéficier de la lecture, de pouvoir jouir de l'achat que vous avez fait pour entendre, voir Tarantino vous raconter ça. Mais c'était sans compter les grandes maisons d'Hollywood qui sont pas du tout contentes, puisqu'effectivement derrière... bah oui, il a beau être à l'origine de ce film, il a beau être le réalisateur, il a un petit peu loupé la case. Est-ce que je devrais pas parler avec les producteurs de l'époque pour savoir si j'ai le droit de le faire? Ça part un peu en eau de boudin parce que ils apprécient moyennement les centaines de milliers de dollars qu'il est en train de récolter avec ses ventes qui sont pas terminées à l'heure où on enregistre. Donc je sais pas comment ça va se passer légalement. Puisque lui, il vient avec sa vision des choses, ses commentaires, ses notes. Est-ce que ça fait partie du film? Grande question, je suis pas juriste. J'ai trouvé assez intéressant qu'il s'amuse à faire ça. Comme tu le disais, peut-être qu'il n'a pas besoin de cet argent. Je pense que c'est le cas.
Alors, quel est le but derrière? Je sais pas, mais en tout cas, il surfe bien sur la mode, qui est plus une mode des NFT, puisqu'on le rappelle, les non-fungible tokens ont vu le jour en 2015. Ça ne rajeunit pas. Ah oui, ça fait déjà 6 ans. C'est vrai qu'on en a parlé pour la première fois, je crois, l'année passée ou l'année d'avant. En pleine pandémie. C'est elle qui a en fait provoqué l'intérêt, justement, ou le réintérêt sur ces tokens. Ouais. Alors, j'ai plein de commentaires qui arrivent à l'esprit. Et effectivement, sur l'aspect légal, ça serait intéressant de voir qui a les droits du film. Et ça, c'est une histoire d'avocat, évidemment. Est-ce que c'est le réalisateur? Est-ce que ce sont les producteurs? Est-ce que c'est partagé? Enfin, c'est certainement beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense. Et si quelqu'un qui nous écoute s'y connaît un peu dans le domaine des droits de film, je serais super intéressé d'avoir votre point de vue en commentaire, notamment de cette vidéo sur YouTube, notamment. Un autre truc intéressant, c'est que jusqu'à présent, les NFT, c'était un droit de propriété sur une œuvre digitale, mais tout le monde pouvait voir l'œuvre digitale. J'ai un GIF, on peut le dupliquer à des millions de copies, tout le monde peut avoir une copie du GIF sur son ordinateur, mais moi, j'ai le NFT qui dit que c'est moi qui suis le propriétaire de l'œuvre originale. Ici, c'est différent, parce qu'avec les secrets NFT et Secret Network, il y a un aspect chiffrement également qui fait que seul le propriétaire du NFT peut voir l'œuvre, ce qui change tout. C'est un peu égoïste aussi. C'est comme si tu avais la Joconde que chez toi, exactement. Et puis tu es le seul à pouvoir la voir. Voilà, exactement. Ouais, c'est les la grosse différence, c'est les métadonnées privées, l'ownership, c'est-à-dire le certificat voilà, qui peut être privé, donc on peut ne pas savoir qui a acheté effectivement tout ça. Il a un accès, un contrôle à cette matière première. Donc là, par exemple, je pense à un lecteur vidéo, des fonctionnalités, des choses comme ça. Et puis, on vend aussi l'idée qu'il y a un vrai random, donc pour, je pense, accéder à ça, cacher ça ou rendre difficile l'accessibilité par rapport au NFT, on va dire, standard. C'est un peu frustrant parce que du coup, on aimerait en voir un exemple. Eh ben non. Avant d'acheter, oui, montrez-moi. Aurélien, ça te motive? Peut-être ça va te Moi, j'ai pris quelques notes là pour l'épisode de ce soir et je propose de les vendre. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc, si vous voulez me donner de l'argent pour payer mes notes de mon podcast, elles sont uniques. Il va falloir discuter avec le producteur. Marc, mais il est pas là, il a le dos tourné, je peux y aller. Uniquement les interventions d'Aurélien, évidemment, qui seront vendues par petits bouts aux heureux propriétaires des NFT. Non, mais enfin. Et j'ai plus besoin d'argent que Tarantino, si ça peut. D'accord. Alors ça c'est l'autre commentaire, tu en as touché un mot Thierry aussi, c'est mais pourquoi il fait ça? Enfin déjà il fait le boss, donc c'est peut-être déjà un bon moyen de régénérer des revenus ou des revenus dérivés pour Pulp Fiction qui va vers ses 30 ans, non quasiment. Ouais, je crois que j'ai même vu un chiffre plus haut. C'est vraiment essoré le film. Ouais, non, c'est ça qui est fou, c'est qu'on va très très loin, ouais. Donc ça a presque un côté mesquin des maisons de prod de l'époque pour dire ouais, mais quand même t'aurais pu nous en parler, on n'est pas content, etc. Ouais, je sais pas quoi en penser, vu l'âge du film, puisqu'on rappelle que c'est Pulp Fiction. Dans 15 ans il y a le procès et dans 30 ans il y a le verdict, donc c'est bon. Oui. Et je suis content, Thierry, que tu nous aies rappelé cette scène du hamburger et des métriques quand ils sont dans la voiture et qu'ils parlent de ça et qui se termine en disant je sais pas parce qu'il y a pas de quarter pounder chez McDo en France. C'était cette scène qui commençait, si vous vous souvenez, où j'ai toujours des trous pour les acteurs, c'est pas grave, où il explique qu'on dit en France on dit le Big Mac avec un petit cours de français au début de ce film. Jingle, oui. Thierry, tu es notre jingle man. Et la lettre O comme les Jeux Olympiques qui commencent aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Nous enregistrons ce podcast jeudi 3 février, donc si c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Ouais, je pense qu'on est à J-1. J-1, c'est le cas de le dire, oui. Ouais. J comme les Jeux Olympiques également, en Chine, et des Jeux Olympiques qui seraient synonymes d'espionnage, plus que d'habitude peut-être. C'est toujours Thierry qui garde la parole. Oui, franchement, là, c'est O comme olympique. Quand Jeux Olympiques rime avec espionnite aiguë, bon, ok, la rime n'est pas réelle, vous l'aurez compris, mais en gros, les sportifs des Jeux Olympiques d'hiver à Pékin
seront méchamment surveillés. Il y a déjà pas mal de choses qui se disent aussi en dehors du parterre de sportifs, mais on va revenir sur les sportifs eux-mêmes. Alors, les sportifs qui sont amenés à aller à Pékin, les pauvres, eh bien, ils sont conviés à utiliser une application qui va leur faciliter la vie. Alors, elle n'est pas nouvelle, hein, elle n'est pas sortie là il y a 2 jours, ça fait quand même quelques temps qu'on en parle, mais simplement, elle revient sur le devant de la scène. Je crois qu'elle s'appelle tout simplement My Jeux Olympiques quelque chose. Enfin, je vous la fais courte, mais ça ressemble un petit peu comme ça. On vous vend l'idée que l'app, elle va vous servir à vous faciliter la vie, les déplacements, trouver les infos, etc. En soi, ça part d'une bonne idée, hein. On rappelle qu'il n'y a pas tout le monde qui parle le mandarin, donc pourquoi pas. Mais quand on sait qui est derrière la production de cette app, ben ça tique un petit peu, puisqu'effectivement, c'est My de 2022. Voilà, l'application s'appelle Mon 2022. Et il y a pas mal de gens qui sont amusés à faire une analyse approfondie du code de l'application qui montre clairement qu'elle espionne par le micro. C'est clair et net. Et il dit non les gars, faut surtout pas utiliser cette app. Je vous le dis, j'ai fait du reverse engineering, j'ai été décortiquer tout ça et je peux vous dire que ça soit la version Android et la version iOS, eh bien c'est pas bon du tout. Elle écoute à votre insu ce qui peut se dire. Ça amène plein de questions. Pourquoi elle a passé le cap du store Android? Alors là, on peut pouffer de rire parce qu'il y a n'importe quoi qui va sur Android. Pourquoi elle est sur iOS? Alors là, on peut se marrer un peu moins parce que là, c'est quand même un peu plus strict. Puis en même temps, vous l'avez vu, hein, il y a pas mal de pays qui ont dit, non, on va pas en Chine, hein, pour d'autres raisons, hein, on va boycotter cet événement. Donc il y a l'Australie, les États-Unis, il y a une longue liste de pays. Je l'ai malheureusement pas là. On va se focaliser sur l'app. Et puis cette app, elle n'a pas fini de nous étonner, puisqu'effectivement, on imagine, tu es sportif, hein, par exemple Aurélien, moi je sais que tu adores le saut à la perche, et donc du coup tu excelles dans ce sport. Avant de prendre ton bus pour aller faire... Surtout aux Jeux Olympiques d'hiver, quand il y a de la neige, c'est plus drôle. Exactement, tu peux plus facilement atterrir. C'est la petite liste. Tu as le droit de garder les skis pour faire le saut à la perche. Tu fais quoi? Peut-être tu vas laisser ton smartphone dans le vestiaire ou chez toi. Eh bien non, grave erreur, il ne faut surtout pas faire ça, puisqu'en fait, en plus d'espionner, ce téléphone va faire d'autres choses, et bien évidemment, il est équipé de plein de mots interdits si tu t'amusais à balancer des choses sur les réseaux sociaux. Alors, il y a des pays qui ont décidé, pas à cause de cette application, pour d'autres raisons, hein, parce qu'on rappelle que la Chine a une version différente des droits de l'homme. Hein, je ne veux pas faire de la politique ici, mais vous l'aurez compris, c'est un peu chaud. Mais ça aide pas dans cette période de tomber sur cette news. Donc du coup, il y a des pays qui disent, tu viens comme sportif, prends pas ton téléphone, prends pas ton ordinateur, prends un vieux Nokia 3210 si tu veux vraiment absolument téléphoner. Quand tu arrives là-bas, tu mets une puce chinoise. Quand tu as fini, tu remets ta puce normale ou tu jettes le téléphone, mais viens pas avec ton informatique. On a vu ces recommandations aller jusqu'à des journalistes, des gens qui bossent dans les télés. Les États-Unis ont décidé de carrément boycotter l'envoi de journalistes sur place, donc ils vont commenter les images qu'ils recevront de Chine depuis les États-Unis, à part 1 ou 2 personnes qui vont faire des petits plans comme ça à gauche à droite. On voit déjà des vidéos sur Internet où là les journalistes nous disent c'est super dur de faire notre boulot parce qu'on est super surveillé. Ça va au-delà de l'app, bien évidemment. Le climat est pas franchement accueillant. Oui, Aurélien. Oui, ça fait pas gagner la confiance, Aurélien. Non, pas du tout, pas du tout. Je voulais juste dire, a priori les États-Unis et l'Australie viennent pas. Par contre, il y a l'équipe sécurité informatique de Mano Mano qui viendrait a priori. On vient de l'apprendre, on vient de te le dire dans l'oreillette. La nouvelle vient de tomber. C'est vrai qu'ils ont peut-être beaucoup de choses à apprendre là-bas. Ouais. L'Australie, la Belgique, le Canada, les États-Unis, les Pays-Bas, le Royaume-Uni ont
formellement conseillé aux participants d'utiliser des smartphones, ordinateurs et boîtes mail jetables pendant les jeux. Et alors, il n'y a pas que cette application My 2022, il y a aussi, ils fournissent très gentiment un antivirus et un VPN pour pouvoir contourner, contourner le grand firewall, la grande faille électronique. C'est vrai, quand on est en Chine, on n'a pas Facebook, Twitter, tout ça répond pas. C'est bloqué. Et donc là, pour permettre aux athlètes de rester en contact avec leur pays, ils proposent un VPN qui permet de contourner ces protections. Et donc, évidemment, sur un VPN, on peut sniffer le trafic à sa guise quand on possède le serveur VPN. Je me posais une question pendant que... Mais, alors, quand tu as parlé de journalistes, ça a peut-être un peu plus de sens, quoi, que ça reste des journalistes sportifs, ce n'est pas nécessairement des grands dissidents ou des gens qui vont parler de politique. Mais ça sert à quoi d'espionner un athlète de saut à la perche? Enfin, non, il ne fera pas de saut à la perche. Moi, je pense que... Ouais, alors, oui, c'est vrai que le champion du monde qu'on a ici, champion olympique qu'on a parmi nous, en la personne de Aurélien, pourrait se permettre en tant que sportif de tout d'un coup, puisqu'il est très très fort dans ce sport et il excelle, avoir une telle visibilité qui pourrait se permettre de raconter des choses qui ne plaisent pas, justement, qu'il a vu, qu'il a entendu, ou simplement donner son opinion. Donc je pense que c'est franchement l'idée du contrôle, et il y a des images qu'on trouve déjà sur Internet de journalistes qui nous racontent que quand ils sortent de l'hôtel, ils peuvent pas aller seuls, ils peuvent pas se balader, ils doivent rentrer dans le car, ils sont suivis par la police. Quand tu arrives dans un truc, tu refais ton test PCR, on est un petit peu procédurier, zélé, et en fait, on raconte que si on veut emmerder, excusez-moi le terme, embêter, chafouaniser, on va dire, voilà, un journaliste, eh bien, on va lui faire un test PCR, et puis, vous savez, les tests PCR chinois, ils sont très, très performants, ils sont même plus sensibles, et il se trouve que toi, eh bien, tu vas faire une quarantaine, et donc tu vas pas faire ton boulot. Ça va très, très loin, et je pense que c'est dans l'idée de tout contrôler qu'ils ont mis ça en place. Là où ils sont étonnants, ils sont d'une naïveté, et ils le font, mais comment dire, en toute impunité. Moi, ça me surprend, ça me fera toujours bizarre de voir à quel point ils arrivent à faire ça. Devant la face du monde entier. Aurélien, tu veux rajouter quelque chose? Ouais, moi, je regrette un peu parce que il y a des athlètes, ils feront pas 50 000 Olympiades. On en fait 2, voire 3 grands maximum. C'est participer aux Jeux Olympiques, c'est 4 ans de sacrifice minimum, si ce n'est plus, et on va un peu gâcher la fête de ces gens-là qui puissent pas communiquer avec leur famille, leur entraîneur, c'est hyper dommage. Et alors que une victoire, une médaille, ne serait-ce qu'une médaille, une participation olympique, c'est on a envie de la partager. C'est le grand moment d'une vie, hein. Enfin, je peux un peu en parler, mais c'est pour ça que t'es pas parti, en fait. Ça. Voilà. T'es déçu, on sent la déception. Du coup, je suis chroniqueur au techno, c'est un peu, voilà. J'étais sauteur à la perche, j'ai pris chroniqueur au techno. Il y a certaines sociétés qui interdisent en permanence à leurs employés de prendre du matériel électronique quand ils vont en voyage d'affaires en Chine. Je sais que moi, si je dois aller en Chine, je dois prendre un laptop de remplacement, et on me conseille très fort de prendre un portable séparé du mien aussi, de ne pas laisser les portables dans les chambres d'hôtel, de le prendre avec nous, même pour aller manger, etc. On a toute une série de procédures à suivre pour une liste de pays dont la Chine fait partie. Rien à rajouter? On passe à la lettre suivante. Thierry, jingle. Et la lettre suivante, c'est la lettre S, comme Sigfox. Sigfox qui est en redressement judiciaire. Aurélien, rappelle-nous déjà, c'est quoi Sigfox? Alors Sigfox, c'est les. Alors là, on attaque les news un peu chaudes de l'épisode. Donc Sigfox, c'est un peu la news de la semaine. C'était une entreprise, enfin c'est toujours une entreprise toulousaine qui a été assez précurseur, créée en 2010, et donc le 26 janvier, le tribunal a décidé de la mettre en redressement judiciaire. Alors Sigfox, qu'est-ce qu'ils font? Ça a été l'un des premiers à faire des réseaux pour l'IoT, l'Internet des objets. Leur réseau s'appelle toujours 0G. C'est un réseau longue portée, propriétaire et extrêmement bas débit. Chaque message doit être encapsulé dans 12 octets.
12 octets, c'est pas beaucoup. Pas grand-chose. Mais voilà, vous avez dans nos villes, dans nos campagnes, partout dans 75 pays, et avec 75 opérateurs, du matériel Sigfox, du matériel IoT qui communique sur le réseau 0G de Sigfox pour un coût de environ 2 € en moyenne par an. Voilà, donc c'est aussi quand on est bas débit et basse consommation, le coût de la communication est très très réduit. Alors, il n'y a eu que 20 millions d'objets connectés qui sont sur le réseau Sigfox, alors que normalement, il devait y avoir beaucoup beaucoup plus. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, ces dernières années, je pense à partir de 2015-2016, il y a eu énormément de concurrence, notamment avec les opérateurs, les opérateurs télécoms. Bouygues Télécom qui a créé le LoRa, LoRa qui est un réseau LoRaWAN avec beaucoup de maintenant on parle des compteurs communicants, des choses comme ça. Donc tout ça commence à se faire sur des réseaux qui sont des réseaux sur lesquels vous pouvez pas vous connecter, mais que l'IoT, sur lesquels l'IoT Ouais, le LoRaWAN, c'est typiquement des réseaux longue distance qu'on peut utiliser dans le contexte de Smart Cities pour tracer des bus ou des capteurs à l'échelle d'un quartier. Des compteurs de... Voilà. Et donc, en fait, le gros problème, c'est que ça a été... ils évoquent le fait que le Covid, la pénurie... le Covid, d'une part, et la pénurie de composants, d'autre part, a fait que la tech n'a jamais vraiment décollé. Et qu'ils devaient avoir des gros marchés, notamment en Chine, avec Unicom, et ça ne s'est pas fait dans les conditions qu'ils voulaient. Il y a quand même 350 employés à Toulouse. Et puis il y a eu une petite valse des managers, des fondateurs qui sont partis. Il y a eu un nouveau CEO qui a voulu reprendre le truc, mais ça s'est pas super bien passé. Donc voilà, c'est un peu la nouvelle triste. C'est comme vous savez, redressement judiciaire, ça veut pas dire que c'est fermé. Il y a une période d'observation. Il y a des repreneurs qui vont déposer leurs offres. Potentiellement, c'est pas obligatoire, mais potentiellement. Mais voilà, c'est une techno française, c'est une techno, comme je le dis, c'était un peu le premier sur le marché, et c'est peut-être le premier qui paye un peu les pots cassés parce que le développement s'est pas fait. Et puis, je voulais profiter de cette news pour en glisser une autre petite. Il y a aussi Quant, le moteur de recherche français. Oui. De Google, je sais pas si vous avez vu, qui aussi, il y a des articles dans la presse où ça sent pas très très bon. Je sais pas si c'est en redressement, mais en tous les cas, ça cherche des repreneurs. Voilà. Effectivement, c'était deux flagships de sociétés très visibles sur le marché français qui ont annoncé coup pour coup comme ça à quelques jours d'intervalle leurs difficultés. C'est évidemment triste pour les 350 personnes qui y travaillent et les familles. Comme tu as dit, c'est pas encore fermé. Est-ce que la technologie va manquer ? Enfin, je veux dire, tu as dit c'est une des premières sociétés à fournir des solutions dans ce domaine-là. Depuis, il y en a eu beaucoup d'autres. On a parlé de LoRaWAN qui est en train de se généraliser pour le moment, et bien que ce soit une techno française qui se généralise un peu partout et pas que en France. Est-ce qu'ils payent pas justement je pense que c'est ça. Il y a eu, à mon avis, énormément d'invest au départ, et puis le marché est devenu hyper concurrentiel. Et vous avez aussi l'alliance Wise, notamment les compteurs de gaz en France. Maintenant, ils passent par ce genre de truc. Et il y a des technos qui sont vraiment vraiment sympas. Aujourd'hui, pour prendre le cas je crois que c'est Gaz de France, ils sont capables de passer avec une voiture dans votre rue. Alors il y a une vitesse limite, mais qui est à 25 ou 30, 20 ou 25 km/h. Non, 25 en ville. Voilà, 25 et en fait, en passant juste sur le pas de votre porte, ils sont capables de réveiller le compteur, relever le compteur, et du coup, je sais pas si vous vous rendez compte, le coût que c'est pour ces sociétés-là d'avoir quelqu'un qui fait du porte-à-porte. Vous êtes là, vous n'êtes pas là pour donner accès à votre compteur, relever, machin. Enfin, vous vous rendez pas compte le coût que c'est. Le fait de mettre
ces compteurs communicants et d'utiliser ce genre de réseaux qui ont des fonctionnalités, et Sigfox en avait et les autres en ont d'autres, qui sont en train d'ailleurs d'être normés, toutes ces fonctionnalités-là. C'est un gain économique énorme. Je me posais justement la question du compteur de gaz, parce qu'effectivement, je reçois ma facture de gaz sans que personne ne vienne jamais relever mon compteur. Donc, je suppose qu'il est communicant. Et quand je vois en France le bruit qu'il y a sur Linksy, les compteurs électriques communicants, pourquoi personne ne parle des compteurs de gaz communicants? C'est deux poids, deux mesures. Oui. Je ne saurais pas répondre, mais de toute façon, moi, j'ai un Linky et j'ai aussi un compteur de gaz communicant, et je crois, sauf erreur de ma part, que on peut avoir les relevés à J+1 ou J+2 de la consommation, je crois. Après, je sais pas réellement pourquoi les gens qui sont levés pour Linky, c'était pour quelle raison? Pour du traçage? Non, je crois que c'est aussi l'histoire de je suis malade, il y a les ondes. Les ondes dans la maison. Je l'ai vu même. Et ils passent par le courant porteur, eux, par contre. Ça passe par les ondes. Ah bon, ok. Je crois que c'est la radio. Oui, c'est ça. C'est le problème qui serait cité, c'est le fait qu'il y aurait des gens, comment on appelle ça, radio électrosensibles. Électrosensibles, voilà. Thierry, en Suisse, l'IoT, Sigfox, la 0G, ça te parle? C'est une triste nouvelle, et puis j'apprends ce que c'est un redressement judiciaire, parce que je ne crois pas que ça existe chez nous, parce que quand une boîte coule, elle coule. On est très brut chez nous. Ah, ça va pas? Bon, on ferme, salut. On attend 6 mois, après on peut reconduire 6 mois, et puis... Je me posais la question dans cette news si en fait il n'y a pas aussi de la concurrence implicitement qui arriverait par la 5G, puisqu'on a ce nouveau réseau sur lequel on peut faire des choses qui vont plus vite, qu'on peut mettre plus de data, et puis que ça ne coûterait pas forcément cher. Pas nécessairement dans un contexte IoT, Aurélien. Oui, c'est surtout une contrainte de consommation. Les réseaux IoT sont vraiment dédiés à des très faibles quantités de data, et surtout avec des choses, des dispositifs qui sont, soit de l'énergie harvesting, soit qui sont sur des piles ou batteries. Mais on nous avait vendu la 5G comme étant le réseau de l'Internet des objets, non? Des objets bien alimentés. Oui. Avec une bonne batterie. Un frigo, d'accord. Ça, c'est plutôt ta voiture qui a une bonne batterie, a priori, surtout les voitures électriques. Mais, tous ces senseurs, ces objets qui travaillent avec un minimum d'électricité qui consomment. J'avais vu un produit au CES qui marchait sur LoRa, effectivement LoRaWAN. C'est une sorte de talkie-walkie, une sorte de SMS pour les mecs qui vont barouder comme ça. Ça peut faire de la triangulation. C'est un appareil en plus, genre la pile, elle dure 120 ans, et ça te permettait, tu l'accrochais même à ton sac à dos, ça te permettait de faire de la balise géolocalisée plus l'envoi de messages. Il y avait une application sur ton smartphone qui se connectait à ça, et tu envoyais quelques bout de texte, c'était vraiment très très limité, c'était plus pauvre qu'un SMS, mais je trouvais ça fou de savoir que tu puisses le faire sur un réseau quasiment gratuit. Voilà, c'est assez bluffant. À longue portée. Un client, c'est une ville en France, je peux pas citer la ville, enfin je suis pas certain que je puisse le faire, donc je le fais pas, qui m'expliquait qu'il a déployé un système LoRaWAN justement pour mesurer les températures et les taux d'humidité, les taux de CO2 dans les écoles, dans les classes. Il a déployé lui-même ses antennes LoRaWAN entre la mairie et les différentes écoles qui sont dans la ville, pour la température, déjà pour aider à réguler le chauffage et donc économiser sur le note de chauffage, et le CO2 pour savoir si les classes étaient bien aérées en ces périodes de Covid. Si le taux de CO2 monte trop, ça veut dire que les classes n'étaient pas assez aérées, donc pouvoir alerter l'instituteur, l'institutrice ou le professeur par une notification sur son portable, et tout ça avec du LoRaWAN à l'échelle d'une ville. Donc c'est une technologie de remplacement à celle de Sigfox qui est en train de se déployer de plus en plus. Dernière lettre, dernier jingle.
Toum, touloudoum, touloudoum, toum. Dernière lettre, c'est W. W, souvent, c'est pour oui, mais non, mais non. Ben oui, mais non, non, c'est pas un oui, mais non. Aurélien nous a trouvé un sujet sur WebGL comme nouveau moyen de nous tracer. Après les cookies, ça serait WebGL. C'est quoi WebGL? Commençons par là. Oui. Ah, je voulais pas commencer par là, mais si tu me pousses, j'y vais. Donc, en fait, dans tous vos navigateurs, il y a un outil de rendu graphique qui s'appelle WebGL. Et c'est par là que on peut vous tracer. Et alors, donc là, j'explique. Donc, c'est des chercheurs français, israéliens et australiens, de Lille d'ailleurs, hein, c'est pour toi, Sébastien, qui... alors, comment je vais expliquer ça qui cherche à mesurer la vitesse de calcul de chaque unité d'exécution de carte GPU. Alors, en fait, donc dans tout ce qui vous entoure, votre PC, votre Mac, votre téléphone, vous avez un GPU pour afficher. Et en fait, professeur graphique. Et donc, ces chercheurs cherche à ça tombe bien. Identifier de manière hyper scientifique une machine. Comment ils font? Ils demandent au navigateur d'afficher, enfin de faire un petit calcul par le GPU, donc d'afficher quelque chose, et chaque unité de calcul va mettre un temps différent. Donc du même processeur, le calcul va mettre un temps différent, et puis la même machine du même lot va mettre un temps qui va être encore différent. Si j'achète deux Mac exactement les mêmes, il y a des micro-différences dans leur GPU qui vont donner des temps de calcul différents et donc qui permet de l'identifier l'un par rapport à l'autre. Exactement. Donc c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont acheté des lots d'ordinateurs et de smartphones issus du même lot. Ils ont mis dans un laboratoire et là, ils arrivent à dire quelle machine j'ai deux Mac exactement identiques, j'affiche la même image, et ben je vais pouvoir dire ça c'est le Mac numéro 1, ça c'est le Mac numéro 2 parce que ils n'ont pas mis exactement le même temps à afficher l'image. Je caricature un peu, mais c'est ça. Et donc ça permet d'identifier une machine sans aucun droit d'accès particulier à la machine. Et donc, il y a des techniques. Alors moi, je connais pas ce genre de choses, mais il y a des techniques qui s'appellent browser fingerprinting. Donc en fait, c'est la signature. C'est une librairie logicielle qui tourne dans un navigateur, qui va collecter des tas de paramètres de version, par exemple, de ta taille d'écran, de la version du browser, etc., de manière à faire une empreinte unique, pseudo-unique de ton PC. Voilà, donc en fait, on revient aux cookies là, puisqu'en fait, on est capable d'identifier que c'est toi et on est capable de te suivre. Donc eux, ce qu'ils ont développé, ça s'appelle Drone Apart, DRAWNAPART. Et donc comme je l'ai dit, ils ont acheté des machines, exactement des smartphones, des tablettes, des PC, des Mac, plusieurs exemplaires de chaque, issus du même lot. En conditions de labo, ils arrivent parfaitement à savoir qui est qui, alors que c'est exactement les mêmes machines, exactement les mêmes lots. Et après, ils les ont mis en conditions réelles. Ils ont donné à des gens qui ont navigué, surfé pendant plusieurs jours avec des techniques normales. Ils arrivaient à suivre les PC 17,5 jours. Et là, grâce à Drone Apart, ils arrivent à les suivre 28 jours. Donc c'est un moyen hyper intrusif et hyper sans aucun droit d'accès. On est capable de suivre un PC de suivre un utilisateur. Et donc là, juste je termine, la façon de s'en sortir ou d'éviter ça serait de désactiver l'API WebGL qui permet d'afficher un tas de trucs sur Internet, enfin toutes les images. Mais ça, si on fait ça, les sites, ça ressemblerait plus à rien. Donc ils essayent, enfin les gens de l'API WebGL essayent de s'en sortir, enfin de trouver une parade, mais pour l'instant ils trouvent pas. Et puis de toute façon, WebGL va être remplacé par WebGPU
et il y aura a priori le même type de souci. Donc pour l'instant, on ne sait pas trop comment faire en sorte de ne pas se faire tracer. Comment rester anonyme sur Internet? Ah, c'est publicitaire, ils vont toujours trouver autre chose. Il y a quand même une grande différence avec les cookies, c'est que les cookies, on dépose un petit bout d'information chez toi sur ton PC. Ici, on ne dépose rien. C'est juste en observant le comportement de ta machine qu'on en déduit son empreinte digitale, avec des gros guillemets. Thierry? Ouais, ça me fait penser à l'époque où on pouvait espionner quelqu'un sur son ordinateur simplement avec de l'hertzien, puisqu'on bossait avec des écrans cathodiques et on chopait la fréquence d'affichage des tubes cathodiques, des écrans d'ordinateur, puis on pouvait voir à distance ce qui se passait. Il fallait être tout près du PC, non? Il fallait être à côté. Ouais, il y a eu des tentatives où on parlait de plusieurs dizaines de mètres parce qu'il faut amplifier le signal et tout, mais on rentre dans des considérations radiophoniques ou radiofréquences. Non, mais cette news me fait penser qu'en fait, l'ordinateur est un homme comme les autres, puisqu'il est en fait unique. C'est ça qu'on retiendra de cette news, c'est que la même machine, les mêmes caractéristiques techniques et tout font que, non, d'un Mac à un autre, d'un ordi à un autre, on se retrouve à avoir une petite particularité. Est-ce qu'ils auraient une âme, ces ordinateurs, en fait? Non, mais c'est fou. Non, mais c'est voilà, pour en revenir au sujet DIY, chaque CPU est unique. Surtout si on les fabrique, si on les fabrique dans son garage. Alors là, ils sont certainement uniques. Est-ce que c'est le GDPR qui déclenche toutes ces recherches? On essaye d'un côté de nous protéger légalement, d'interdire les cookies, d'avoir les bannières de consentement, etc. Je pense qu'il faut poser la question à Mano. Peut-être. Ou alors débranchez votre écran. Et puis on peut lier cette news également au projet de Google. Vous savez que Google avait dit on va arrêter les cookies, on a bien compris, vous n'aimez pas ça. Ils avaient lancé le projet Flock il y a quelques temps, qui a des plombs dans l'aile, sans faire de mauvais jeu de mots. Et ils viennent avec un nouveau système qui s'appelle Topics, je crois, mais qui n'a pas l'air d'être mieux démarré que Flock. Donc c'est intéressant de voir comment différents groupes, que ce soit des chercheurs comme tu l'as dit Aurélien, ou les groupes commerciaux qui ont tout intérêt à le faire, essayent de résoudre le même problème de façon différente. Oui, pour la news de Google sur Flock et Topic, je vous renvoie à l'épisode précédent, parce que comme j'étais animateur, je me souviens. Ah, très très fort, quel professionnalisme. Non seulement il est doué en saut à la perche avec les skis au pied, mais en plus il assure pour faire le relais de l'épisode précédent. Et j'arrivais plus à me souvenir où j'avais entendu cette news, et je me souviens maintenant. Eh bien voilà, Aurélien, présentateur radio et sauteur à la perche. Ouais, exactement. Ceci clôture le 339e épisode des podcasts Les Technos. Aurélien, Thierry, on vous retrouve très prochainement, messieurs, d'un côté ou l'autre du micro. On ne sait pas encore pour la semaine prochaine comment ça va se passer. Merci d'avoir été avec nous jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner, vous réabonner, d'en parler autour de vous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao, ciao.